Avant de commencer ce podcast, je voulais vous informer que j'ai sorti un nouveau podcast qui traite de faits divers. Il s'appelle tout simplement Affaires criminelles. C'est produit avec la société de production Chose à savoir. Je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez aller l'écouter. Il y a déjà plus d'une dizaine d'épisodes qui sont en ligne. L'homme le plus recherché de France s'appelle Xavier Dupont de Ligonnès. Une infime goutte de sang de Maëlys, une preuve ADN imparable. Ouais, le tueur en série Michel Fournira est mort hier dans un hôpital parisien. Non. Bienvenue dans les Minutes de l'Horreur et joyeux Halloween. Retour aujourd'hui pour nous plonger dans une histoire sombre qui regorge de secrets dans le pays le plus mystérieux du monde. Comme partout, la Corée du Nord n'est pas épargnée par les meurtres, mais ils sont rarement examinés par la police qui a très peu de moyens pour résoudre les homicides. En 1990, Park Myung-sik est le premier tueur en série nord-coréen arrêté. En tout cas, le premier dont le reste du monde est au courant. Mais justement, comment connaissons-nous son existence dans un pays qui est très secret et qui essaye de cacher la moindre dérive de sa population? Aujourd'hui, dans les Minutes de l'Horreur spécial Halloween, zoom sur Park Myung-sik, l'arracheur de foi. Personne n'est censé ignorer que la Corée du Nord est l'un des pays, si ce n'est le pays le plus fermé du monde. Les entrées et les sorties de ce régime dictatorial sont très surveillées et les personnes qui s'y rendent pour du tourisme par exemple doivent respecter des règles et un parcours très strict. La propagande règne en maître et bien sûr, le gouvernement contrôle chaque information concernant le pays. En raison de cette censure, nous n'avons que très peu d'informations sur la vie de Park Myung-sik. Il vivait dans la région de Hamgyong, plus précisément dans le comté de Sinpo, une zone de la Corée du Nord qui longe la mer du Japon et où la pêche est l'activité économique principale. Park est né en 1951 pendant la guerre de Corée, un conflit qui a duré 3 ans et qui a complètement ravagé le pays. Mais jusqu'aux années 90, les Coréens du Nord ont vécu plus ou moins confortablement grâce à une économie communiste fortement dépendante de l'Union soviétique. Le régime totalitaire et le culte de la personnalité mis en place par la dynastie Kim ont convaincu la population que la Corée du Nord était un état idéal. Mais après la chute de l'URSS, les conditions de vie se sont dégradées et la famine a ravagé le pays. Au moment des crimes de Myung-sik, entre 240 000 et 420 000 Coréens du Nord seraient morts de faim. Le désespoir et cette famine ont laissé place à la criminalité et la mise en place d'un marché noir. Pour Park Myung-sik, l'alcool a été une échappatoire. Après des années de consommation, il a commencé à souffrir de maux de ventre. Il s'est rendu à l'hôpital, et là-bas les médecins lui apprennent qu'il souffre d'une cirrhose au foie. Il est donc condamné. Les traitements médicaux n'ont pas permis de le soulager. Le parcours criminel de Myung-sik va commencer à ce moment-là, car il veut vivre, et peu importe le prix, il n'a plus rien à perdre. Il s'intéresse donc aux médecines alternatives. Un jour, alors qu'il est au travail, il entend un collègue faire l'éloge d'une voyante aux tendances chamaniques. Bien qu'il sache que la religion ou toute autre forme de spiritualisme est interdit par le gouvernement, il demande à son collègue de lui présenter la diseuse de bonnes aventures. Le chamanisme, aussi appelé Shingyo, consiste en un culte très ancien dont les premières traces sont apparues à la préhistoire. Des rituels méticuleusement préparés pour s'adresser aux ancêtres et aux esprits de la nature. La plupart des chamans sont des femmes, des mudgan, et elles communiquent avec les esprits à travers des rituels. Les plus connus sont le Kut, une danse accompagnée de chants qui permet d'entrer en contact avec les esprits, et le Kotsa, une offrande faite avant un événement, un examen, un mariage ou la création d'une nouvelle entreprise, afin d'attirer la bienveillance des esprits. Mais les croyances qui ne sont pas en accord avec le culte de la personnalité des membres de la dynastie Kim sont très peu discutées en Corée du Nord. Selon un ancien membre du gouvernement qui a fui le pays, il faut que le lien entre le leader et le peuple soit inconscient. Il parle là de dictature émotionnelle. Ce n'est pas assez pour le gouvernement nord-coréen de contrôler où vous allez, ce que vous apprenez, où vous travaillez et ce que vous dites. Il faut qu'il vous contrôle par vos émotions, faisant de vous un esclave en détruisant votre individualité. On ne vous apprend à réfléchir que d'une seule manière. Très vite, un rendez-vous est arrangé entre notre futur tueur en série et le mudgan. D'ordinaire timide et calme, Myung-sik est désespéré. Il supplie à genoux la voyante de lui dire comment vivre. Quelques jours plus tard, elle a la réponse à sa question. La consommation de foie humain frais et de préférence appartenant à des jeunes individus.
Cela me rappelle l'histoire d'Elisabeth Báthory, une comtesse hongroise qui tuait des jeunes femmes vierges pour se baigner dans leur sang, croyant que ces bains de jouvence avaient des propriétés sur le ralentissement du vieillissement de sa peau. Elle a tué environ 650 jeunes femmes en l'espace de 35 ans, donc je vous rajoute en description le lien du podcast que j'ai fait sur cette affaire si ça vous intéresse. Mais revenons à la nôtre. Les yeux jaunissants et le teint de plus en plus blafard, Park Myung-sik comprend qu'il n'a plus beaucoup de temps à perdre. Il prépare son premier meurtre en avril 1990. En Corée du Nord, les élèves au lycée et au collège sont envoyés dans des fermes pour travailler à certaines périodes de l'année. En général, ils restent jusqu'à 60 jours et travaillent de 8h à 18h tous les jours. Les élèves dorment sans surveillance dans de grands dortoirs près des fermes. Un soir, Myung-sik se faufile dans un dortoir et derrière le lit d'une jeune fille de 15 ans. Il met sa main sur sa bouche pour pas qu'elle ne fasse de bruit et la poignarde. Il la porte sur son dos et l'emmène dans un champ où il compte retirer son foie pour le manger. Mais il est interrompu. Des chiens au loin aboient, puis des lumières s'approchent. Par peur, il abandonne le corps et s'enfuit. La jeune fille est retrouvée le lendemain matin inconsciente après avoir perdu beaucoup de sang. Malheureusement, elle meurt peu de temps après. Déçu de ne pas avoir réussi à récupérer son foie, Myung-sik recommence dans une autre ferme cette fois-ci. Il emploie la même méthode, mais n'a pas pris en compte qu'il n'avait pas de connaissances en anatomie. Il peine donc à prélever son foie. Le lendemain matin, un fermier va retrouver le corps. La scène est tellement brutale, le cadavre est tellement mutilé qu'il s'évanouit. Les autorités nord-coréennes ne retrouvent aucune piste et ont déclaré que le coupable était comme un fantôme. Park Myung-sik se doute que la sécurité va être renforcée et change de lieu d'abduction. Quelques jours plus tard, une femme d'une trentaine d'années est retrouvée morte chez elle, avec les mêmes blessures. Entre avril et septembre 1990, une dizaine d'autres meurtres similaires ont lieu. On n'a aucune information sur les autres victimes, mais la région de Sinpo est très impactée. Un climat d'insécurité s'installe et les habitants ne veulent plus sortir la nuit, les parents sont encore plus protecteurs avec leurs enfants. La confiance en la police s'effrite au ciel peu à peu. Il semble que les autorités ne font rien pour retrouver le coupable et ont du mal à connecter les différents meurtres avec des preuves physiques. Ils n'ont en réalité aucune piste. La police nord-coréenne des années 90 a des moyens très limités. Il n'y a pas de base de données des empreintes, les analyses ADN sont très rares et il y avait très peu de caméras de surveillance. Le taux d'affaires de meurtres résolus en Corée du Nord est très bas. La situation n'allant que de mal en pis, le représentant de la région de Sinpo a reçu le surnom de Général Meurtre aux réunions à Pyongyang, la capitale. La rumeur selon laquelle une sorte de croque-mitaine rôde dans la région dépasse la zone de Hamgyong. Kim Jong-il a décidé de laisser les médias relayer l'affaire pour informer toute la Corée à la télévision et à la radio. Des Sud-Coréens proches de la frontière ont réussi à écouter la radio et ainsi la macabre découverte s'est répandue dans le reste du monde. Park Myung-sik tue en attendant 2 autres victimes avant octobre 90. Un jour, alors qu'il pense avoir pris assez de mesures de précaution, il est surpris par des citoyens. Immédiatement livré à la police, il avoue tous ses meurtres. Il donne le nom et l'adresse de la chamane qui l'a conseillé. En octobre 1991, le procès s'ouvre et Park Myung-sik est accusé de 12 meurtres et une tentative de meurtre. Il est condamné à mort pour l'exécution publique. La diseuse de bonnes aventures, quant à elle, est condamnée à 15 ans de travail forcé. Ces camps sont l'équivalent nord-coréen des goulags de l'URSS. Les détenus sont torturés, affamés et risquent l'exécution. Les prisonniers souffrent de toutes sortes de maladies dues à la malnutrition, de ce fait, leur espérance de vie est très réduite. Selon l'ONU, les conditions sont tellement odieuses qu'elles constituent en elles-mêmes un crime contre l'humanité. La majorité des condamnés ne survivent pas. Cette affaire a servi à la propagande du gouvernement nord-coréen pour faire peur aux citoyens qui avaient des pratiques religieuses. De plus en plus de rumeurs diabolisent le chamanisme et elles traversent les frontières puisqu'en Corée du Sud, sa pratique a également décliné. Alors que Myung-sik était arrêté, une affaire du genre a émergé. Le 26 mars 1991, des enfants surnommés les Frog Boys ont disparu alors qu'ils cherchaient des œufs de salamandre dans une zone boisée proche de la ville de Daegu. Âgés de 9 à 13 ans, leurs corps ont été retrouvés 11 ans plus tard.
L'opinion publique pense que les garçons ont été tués par quelqu'un qui voulait, comme Park Myung-sik, manger leur foie pour soigner sa cirrhose. Au final, cette affaire glaçante est devenue une sorte de légende pour effrayer les enfants désobéissants. Le fait que les victimes soient restées anonymes rend difficile de réaliser que cette cruauté a détruit des vies innocentes. Des rêves ont été brisés et des familles déchirées. Bien que l'on soit totalement déconnecté de la population nord-coréenne, certains sentiments et certaines expériences sont universels. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Minutes de l'Horreur. Nous espérons qu'il vous a plu et qu'il vous a intéressé tout autant qu'il nous a fascinés. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez un épisode dédié à l'affaire des Frog Boys. Je remercie Alexandre qui m'a aidé à écrire ce podcast spécial Halloween et je vous informe qu'à la fin de la semaine, vous aurez un deuxième épisode. On parlera du vampire de Sacramento. En attendant, si cet épisode vous a plu, je vous invite comme d'habitude à le partager à tout votre entourage, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à nous laisser un petit commentaire si vous pouvez, et à nous suivre sur les réseaux sociaux, @les Minutes de l'Horreur sur Instagram et @lucas_foy sur TikTok. Je m'excuse encore de notre absence ces derniers mois, mais comme je vous l'ai annoncé en début d'épisode, on a créé un nouveau podcast avec Choses à savoir, qui traite d'affaires criminelles. Tous les lundis, vous avez 3 épisodes qui sont postés et qui traitent de différents sujets. 10 séries de podcasts sont déjà en ligne, donc je vous invite à aller l'écouter sur toutes les plateformes de streaming. Ça s'appelle tout simplement Affaires criminelles, au pluriel. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir ensemble une nouvelle affaire criminelle. Et n'oubliez jamais que les apparences sont souvent trompeuses, et encore plus pour Halloween.